Sergio Coronado, ancien député ELV, Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui toujours membre d'Europe Écologie Les Verts, animateur d'une coopérative transpartidaire qui s'appelle Écologie Sociale et membre de l'espace politique de la France Insoumise à ce titre-là. La gauche est condamnée à être divisée, Sergio Coronado? Non, il n'est pas condamné à être divisé, il est condamné, après le cataclysme que l'on a connu en 2017, à clarifier ses positions, à refonder son programme, ses projets, ses doctrines, et puis à trouver les formes qui lui permettront à nouveau d'être majoritaire un jour. On a quand même l'impression que le PCF, d'un côté, Génération de l'autre, la France Insoumise, tous ces mouvements sont un peu isolés chacun et peu de personnes se parlent finalement. Parmi les organisations que vous venez de citer, il y a des organisations qui sont très anciennes en fait, et puis une organisation nouvelle qui s'appelle la France Insoumise, qui n'est pas tout à fait un parti. Et donc qu'il y ait parfois des discussions, des divergences. Moi je trouve que c'est tout à fait normal. Je disais qu'on venait de vivre en 2017 une période de séisme politique, et donc il faut désormais se projeter, clarifier, trouver les nouvelles formes d'organisation, et puis aussi trouver les mots d'ordre. Les programmes, les projets qui permettront de mobiliser à nouveau les citoyens. Pourquoi ne pas rejoindre directement la France Insoumise? Puisque vous participez justement, on va y venir. La France Insoumise n'est pas un parti, on n'adhère pas, et je crois que la liberté qu'elle offre aujourd'hui... C'est un problème d'ailleurs que ce ne soit pas un parti aujourd'hui, la France Insoumise? Non, moi je pense que c'est une bonne formule que de refuser en fait les formes très anciennes héritées du mouvement ouvrier, et je ne porte aucun mépris quand je les nomme ainsi, mais de se poser des questions sur les nouvelles formes de mobilisation, et notamment la place du numérique, par exemple, dans la liberté qui est offerte à celles et à ceux qui n'ont pas le temps suffisant pour s'investir comme vous pouvez s'investir quand on faisait de la politique de manière professionnelle. Je crois que c'est une piste à creuser, tout n'est pas figé, tout n'est pas arrêté, c'est en construction. Elle a raison, Clémentine Autain, quand elle fait un appel à agréger davantage de forces politiques, y compris les forces anciennes politiques de gauche? Je ne suis pas sûr que la manière polémique d'engager le débat permette en fait aujourd'hui d'ouvrir portes et fenêtres. Je crois qu'il y a davantage à construire dans chaque organisation les termes de la clarification, et ensuite de faire comme ce qu'on est en train d'essayer de faire avec la campagne de sortir du nucléaire, d'offrir des projets, des objectifs qui permettent des convergences dans la mobilisation et dans l'action plutôt. Alors cette campagne justement, vous participez à cet espace politique qui a pour mission d'organiser la campagne pour la sortie du nucléaire et la promotion des énergies renouvelables. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le cadre de cette campagne? Alors très concrètement, c'est une campagne qui porte d'abord l'idée d'une votation citoyenne entre le 11 et le 18 mars, en fait, qui permettra aux citoyens de se prononcer sur l'énergie nucléaire. Vous savez que la France est le pays le plus nucléarisé du monde, avec 58 réacteurs, et jamais en fait la population n'a été consultée. Jamais il n'y a de véritable débat à l'Assemblée nationale, ni sur le nucléaire civil, ni sur le nucléaire militaire. Et même quand il y a un débat, comme ce fut le cas lors du dernier quinquennat, le gouvernement a décidé de s'affranchir, de s'asseoir en fait sur le vote sur la loi de transition énergétique qui visait en fait à diminuer la part du nucléaire dans la consommation électrique. Vous lancez cette campagne au même moment, quasiment, à quelques jours près, où Emmanuel Macron annonce qu'il n'y a aucune exclusive sur la construction potentielle de futurs EPR. C'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que nous savons qu'Emmanuel Macron est favorable au nucléaire civil et au nucléaire militaire. Il engage non seulement aujourd'hui le renouvellement du parc atomique militaire français, mais il ouvre les portes en fait à la construction de dizaines d'EPR dans l'avenir, et donc de perpétuer en fait la dépendance de la France à l'égard de l'énergie nucléaire. Et puis nous arrivons en fait dans pas si longtemps que ça, à la fin de vie des 2/3 des centrales nucléaires qui en 2027 auront 40 ans, et donc c'est une fin de vie, et donc la question aujourd'hui de la sortie du nucléaire ou de la pérennité de cette énergie se pose. Et donc si nous voulons que le débat permette de sortir du nucléaire, il faut l'engager maintenant, de manière déterminée, de manière volontaire. Alors sur la question de la dépendance énergétique, on va y revenir, mais j'ai quand même une question qui vous a été posée sur Twitter de François Carpitra. Il vous demande s'il est prévu que cette votation citoyenne dont vous parliez puisse s'organiser en collaboration avec d'autres formations politiques, et il pense notamment à Europe Écologie Les Verts. Évidemment, moi c'est une des conditions qui aujourd'hui que j'ai soumise pour pouvoir participer pleinement à cette campagne. D'ailleurs, dans les orateurs nationaux de la campagne, on peut trouver Noël Mamère, qui n'est pas membre de la France Insoumise et qui n'a pas voté Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, Michel Rivasi par exemple, ou Jacques Boutot qui est le maire ELV du 2e arrondissement. Donc c'est une campagne ouverte, large, c'est une campagne impulsée par la France Insoumise, mais qui ne vise pas à être une campagne de la France Insoumise, c'est une campagne qui vise à agréger
le plus largement possible. C'est les conditions d'une victoire, en fait. D'abord de faire exister ce débat sur la scène publique et puis de pouvoir gagner un jour sur la sortie du nucléaire. Si nous faisions sur cette question-là du fétichisme d'organisation, je crois qu'on n'aurait pas beaucoup de chances d'aboutir. J'aimerais vous entendre sur un propos que Nicolas Hulot a tenu en fin d'année dernière, justement sur cette question du nucléaire. Il dit en gros, soit on ferme les centrales à charbon, soit on garde le cap des 50% de nucléaire d'ici 2025, mais les deux ne sont pas possibles ensemble. C'est étonnant que Nicolas Hulot, qui a longtemps été très discret sur le nucléaire, aujourd'hui se fasse le porte-parole de ceux qui utilisent en fait le prétexte de la lutte contre le changement climatique pour faire la promotion du nucléaire. Je pense en effet qu'on a un problème en France, c'est la dépendance du nucléaire empêche en fait l'émergence d'un pôle d'énergie renouvelable. Vous savez, en 2016, la part d'énergie finale consommée qui provenait des énergies non renouvelables se limitait à 16%. On a vraiment un problème, on est vraiment une anomalie, on est vraiment en retard même à l'échelle européenne. Et donc il faut dire clairement qu'on sort du nucléaire. Alors on ne sort pas du jour au lendemain en claquant des doigts, c'est une programmation, c'est une planification de sortie, mais c'est la condition sine qua non pour voir en fait émerger un pôle d'énergie propre, d'énergie renouvelable. Igor Zamikei, que le recevait hier, qui est un dirigeant du Parti communiste français, secrétaire départemental du Parti communiste français de Paris, vous interrogez sur la possibilité, sur la compatibilité du système capitaliste dans lequel on est aujourd'hui et justement les mouvements écologistes ou la pensée écologiste. Moi je fais partie de ces écologistes qui pensent que écologie et capitalisme sont incompatibles et j'aimerais d'ailleurs que le Parti communiste aille jusqu'au bout de sa logique et qu'il décide aussi de considérer que l'énergie nucléaire est une énergie du passé, qui n'a pas d'avenir et qu'il faut en sortir. En fait, on serait content en fait, de les compter parmi les animateurs de cette campagne de sortie du nucléaire. Le site Reporter a révélé qu'EDF envisageait de construire une piscine géante de déchets nucléaires à Belleville-sur-Oise. L'État, actionnaire majoritaire d'EDF, doit s'y opposer. Je pense que d'abord, il faut parler franchement et de manière transparente parce que l'enquête à laquelle vous faites référence n'a pas été confirmée par EDF, alors même que nous savons qu'il y a des études pour chercher des sites de stockage et c'est à peu près entre 6 000 et 8 000 tonnes de déchets toxiques radioactifs qui devront être stockés et je pense que l'État doit s'y opposer. En tout cas, la population, quand elle sera informée, s'y opposera, je n'en doute pas. Alors Bure, les Boues Rouges, Fessenheim, les Mille Vaches, Belleville-sur-Oise maintenant. Sur les questions écolo, la convergence est plus que jamais nécessaire, non? Elle est possible? Elle est possible, comme le démontre en fait Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, on ne peut pas dire que ce soit la victoire d'une organisation, d'un syndicat, d'une association. C'est la convergence à la fois de celles et de ceux qui vivaient sur le bocage, des familles paysannes depuis 40 ans, de militants venus de toutes parts. Moi j'étais samedi dernier à Notre-Dame-des-Landes et c'était extrêmement beau à voir ces confluences en fait venues de la France entière, de l'Europe, de toute génération. Et pour fêter en fait cette victoire qui est une victoire précaire parce que en fait la lutte commence pour savoir ce qu'on va faire de ce bocage. Alors justement j'ai une dernière question sur Notre-Dame-des-Landes. Cet abandon a marqué la victoire des Alices, vous venez de le dire. Hier dans le Canard enchaîné on pouvait lire les propos rapportés de José Bové qui disait, je le cite, « Les zadistes n'ont rien à voir avec la cause agricole, ils nous font chier, ils cherchent juste à se faire virer par les gendarmes pour passer pour des victimes. » On l'a définitivement perdu la cause, José Bové. Ce que moi j'ai vu en fait à Notre-Dame-des-Landes, c'était une sorte de vie parfois tumultueuse mais assez harmonieuse entre ce qu'on appelle les zadistes et ceux qui ont un mode de vie paysan et qui savent en fait que ce qui a fait la force et la victoire, c'est le rassemblement, c'est l'unité, c'est le fait de ne pas jeter des noms en pâture à l'extérieur ou aux journalistes. Et je crois que cette convergence de lutte est assez importante pour que ce soit souligné en fait. Merci beaucoup Sergio Coronado. Demain, je recevrai Pablo Pio-Vivra, recevra d'ailleurs Laurence Decoq, elle est historienne. Elle a notamment travaillé sur l'apprentissage de l'histoire au lycée. On reviendra avec elle sur la réforme du bac. Vous avez une question pour elle? D'abord, j'aime beaucoup ce que fait Laurence, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, la manière dont elle décortique le récit national d'ailleurs. Moi, je fais de l'histoire, donc c'est des travaux qui me passionnent. Je voudrais simplement lui poser une question simple. Que pense-t-elle de la réforme du baccalauréat? Eh bien, je lui transmettrai la question. Merci beaucoup. Merci à vous.